Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et bienvenue sur Sud Radio, André Berkhoff qui sera de retour dès lundi. Et pour le moment, on va se demander si le nucléaire est finalement la solution miracle de la transition énergétique. Peut-être d'abord avec cette courte phrase prononcée par Emmanuel Macron, c'était avant-hier soir. Courte phrase qui a déclenché de nombreuses réactions. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Emmanuel Macron, avant-hier soir, on va tout de suite en débattre avec deux invités, Maxime. Oui, tout à fait, Arthur. Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire et président de l'association écologiste pour le nucléaire. Et Stéphane Lhomme, il est directeur de l'Observatoire du nucléaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, messieurs. On vient d'entendre ces annonces d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, le président de la République qui n'a pas évoqué de calendrier ni livré plus de précisions sur le nombre de réacteurs. Bruno Combi, peut-être d'abord pour commencer, comment vous avez interprété ces annonces du président de la République? On sait évidemment que ça prend du temps de construire des réacteurs nucléaires. Oui, vous avez raison. Toute évolution du système énergétique prend du temps, quel qu'il soit, pas seulement nucléaire. Les annonces, bien sûr, vont dans le bon sens, puisque cette fois, on nous annonce la construction de réacteurs nucléaires. C'est beaucoup mieux que les annonces précédentes où on nous annonçait une réduction de la capacité nucléaire. Or, nous sommes en pleine période de COP26 à Glasgow, et alors que la priorité des priorités est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, tous les moyens nécessaires à cet effet, c'est-à-dire les économies d'énergie et les énergies renouvelables et le nucléaire qui est disponible en abondance, contrairement aux énergies renouvelables qui sont diluées et intermittentes. Le nucléaire a l'avantage d'être à la fois abondant et disponible à la demande en permanence. Donc c'est la principale solution au réchauffement climatique. Stéphane Lhomme, c'est pas du tout la position que vous avez. Vous êtes plutôt hostile à l'énergie nucléaire de votre côté. Alors déjà, j'ai sous les yeux une dépêche AFP de janvier 2009 qui informe que le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque, annonçait la construction d'un deuxième EPR à Penly, en Seine-Maritime, c'est-à-dire exactement l'endroit qui est annoncé ces jours-ci par EDF suite à l'annonce de M. Macron. Et donc la construction doit commencer en 2012 et le réacteur entrer en service en 2017. Donc vous voyez que faire des belles paroles, du blabla, dire on va faire plein de réacteurs nucléaires, ça c'est très joli. Mais en réalité, ça ne se produit presque jamais, tout simplement, non pas à cause des risques de catastrophe et des déchets radioactifs, malheureusement, parce que ça devrait bien suffire à écarter le nucléaire, mais en réalité, c'est la question industrielle et financière qui fait que le nucléaire est de nos jours l'énergie la plus chère et qu'il n'y a quasiment aucun projet et que, en tout cas, le nucléaire est une énergie très faible sur la planète, contrairement à ce qu'on croit. C'est 2% de la consommation mondiale d'énergie et que cette part ne va absolument pas augmenter, bien heureusement. Bruno Combi, vous à l'inverse, ce que vous nous dites finalement, c'est que le nucléaire, c'est un bon levier pour décarboner notre économie, c'est ça ? Tout à fait. Et pour répondre à Stéphane Lhomme, c'est pas du tout l'énergie la plus chère. Il suffit de, par exemple, comparer le prix de l'électricité en France et en Allemagne. Le kilowattheure payé par les citoyens allemands est environ le double du prix du kilowattheure français nucléaire. Donc, c'est l'argument économique est tout à fait inexact. Mais bon, je pardonne à Stéphane Lhomme, on se connaît depuis un moment. Stéphane Lhomme, sur le coût de l'énergie nucléaire, c'est vrai qu'on entend souvent que c'est un avantage compétitif pour la France, finalement, d'avoir des prix de l'électricité relativement bas par rapport à nos concurrents. Alors on va dire qu'on mange actuellement la fin de notre pain blanc, parce que le parc nucléaire actuel des 56 réacteurs encore en service ont été financés massivement dans les années 70-80 à une époque où il y avait encore beaucoup d'argent à prendre. On était à la fin des 30 glorieuses, mais il y avait encore de l'argent. Et donc ce parc nucléaire actuellement produit une électricité relativement bon marché. Bon, on va non plus exagérer, il y a pas mal de pays qui ont une électricité moins chère, mais on va dire à un tarif modéré. Mais il faut bien comprendre que c'est la fin d'une histoire, ça ne se reproduira plus. Ces réacteurs vont fermer
Et les nouveaux réacteurs, si par extraordinaire ils étaient construits, ce dont je doute, eh bien vont produire une électricité immensément plus chère. On le voit déjà avec le chantier EPR de Grande-Bretagne, où l'électricité doit être vendue 3 ou 4 fois plus cher que l'électricité des énergies renouvelables. Il faut savoir que le prix du solaire, par exemple, a diminué de plus de 90% ces dernières années. Le prix de l'éolien et de l'éolien offshore aussi. Et il faut quand même rappeler que ces deux énergies renouvelables, éolien et solaire, ont produit pour le dernier semestre plus d'électricité sur la planète que le nucléaire. Donc quand on essaie de nous faire passer ça pour des énergies marginales, c'est complètement faux. Et surtout, si on ajoute toutes les énergies renouvelables, à commencer par l'hydroélectricité, à elle seule, elle produit beaucoup plus que le nucléaire. Eh bien, il faut savoir que l'électricité, dans l'électricité mondiale, les renouvelables, c'est plus de 25%, le nucléaire, 10%. Donc, on voit que il n'y a qu'en France qu'on croit qu'on ne peut pas vivre sans le nucléaire. Et en tout cas, l'avenir, c'est pas le militant anti-nucléaire qui le dit, ce sont les données économiques mondiales qui montrent que la part du nucléaire dans l'énergie mondiale est très faible et qu'elle diminue et qu'elle va continuer à diminuer alors que les renouvelables augmentent. Bruno Combi, c'est vrai que, en l'occurrence, les annonces d'Emmanuel Macron étaient floues, mais il s'agirait de construire en fait 6 EPR de deuxième génération. Ça coûterait entre 48 et 59 milliards sur 30 ans. Est-ce que la France a les moyens d'un tel investissement ? La France a été capable, entre les années 70 et 90, c'est-à-dire en 20 ans, de construire 60 réacteurs nucléaires. Et là, on nous explique que, selon les groupes antinucléaires militants, on ne serait plus capable de construire 6 réacteurs sur une durée comparable. C'est complètement absurde. L'énergie nucléaire est une énergie parfaitement éprouvée et la France a fait l'exemple, qui est d'ailleurs suivi par de nombreux pays, je le constate, à la fois en Europe, en Amérique du Nord, en Asie également, puisque la Chine vient d'annoncer qu'elle allait construire 150 réacteurs nucléaires et 30 également pour l'exportation. Donc on voit qu'au moment même où les pays les plus avancés de la planète sont en train de prendre un virage nucléaire massif, justement parce que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus propre, beaucoup plus sûr et respectueux de l'environnement, eh bien, quelques petits groupes passéistes continuent à nous expliquer que selon eux, il faudrait revenir au moulin à vent. Bruno Combi, il y a quand même eu un certain nombre de difficultés dans la construction de l'EPR. Là, ce sont donc des EPR2 qui sont en réalité, pour le moment, à une phase préliminaire de conception. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. L'EPR2 est en cours de définition pour l'instant sur le papier, mais c'est basé sur tout le travail qui a déjà été fait pour l'EPR. Et l'idée, c'est justement de le simplifier pour qu'il soit aussi efficace, aussi sûr, et moins cher à construire parce que plus simple. Donc après avoir construit le réacteur le plus sûr au monde, il s'agit maintenant d'en faire aussi le réacteur le plus économique au monde, ce qui permettra d'avoir une électricité à la fois décarbonée, propre, pas chère, sûre et bien sûr, comme d'habitude le nucléaire, respectueuse de l'environnement. Stéphane Lhomme, peut-être on a compris vos réserves hein, sur le nucléaire. Quelles sont les énergies sur lesquelles il faut réaliser, selon vous, un effort supplémentaire pour cette transition énergétique ? Alors déjà quand même, je voudrais rappeler que l'industrie nucléaire française est ridicule dans le monde entier. On a lancé 2 EPR, un en Finlande et un à Flamanville dans la Manche, qui devaient entrer en service respectivement en 2009 et en 2012. On est pratiquement en 2022, ils ne sont pas finis. Et on peut rappeler aussi le scandale des milliers de pièces défectueuses qui ont été produites par les Areva dans les usines du Creusot, qui ont utilisé l'industrie nucléaire française dans le monde entier. Donc il faut arrêter de prétendre que la France est à la pointe de la technologie nucléaire. Au contraire, elle s'est ridiculisée et on va voir malheureusement que si les EPR2 sont lancés, ça va être le même désastre industriel et financier qui va coûter encore des sommes absolument astronomiques aux Français. Alors une fois qu'on a dit ça, bon, le nucléaire, de toute évidence, ne va absolument pas pouvoir assurer
la consommation d'énergie sur la voyons. planète. Mais le problème reste entier. Le problème, je vais vous le dire, c'est que les humains sur cette terre consomment beaucoup trop d'énergie, et surtout les pays riches, bien entendu, et que la solution, il faudrait que tous les humains, par-delà tous les pays, se réunissent et deviennent ensemble raisonnables, sobres, etc. Et ça, malheureusement, je crains qu'on ne voie pas beaucoup. Et donc, écoutez, la seule option, évidemment, c'est le développement massif des renouvelables qui peuvent être répartis harmonieusement partout sur la planète. Il n'y a peut-être pas du soleil la nuit, mais il y en a partout sur la planète, au moins la moitié de la journée. Et du vent aussi, il y en a partout. De l'eau pour faire des barrages hydroélectriques, c'est une source d'électricité bien plus importante que le nucléaire sur la planète. Donc on voit qu'il y a de quoi énormément faire avec les énergies renouvelables, et certainement pas avec le nucléaire. Pour rappeler que le nucléaire, c'était 17% de l'électricité mondiale en 2001. Ce n'est plus que 9%. C'est donc une part qui est en déclin rapide. Stéphane, voyons. Je voudrais Bruno Combi, je vais vous interrompre, mais rassurez-vous, on va poursuivre cette discussion dans un petit instant. On se retrouve, vous nous appelez également 0826 300 300, vous réagissez sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Bruno Combi voulait répondre à Stéphane Lhomme qui, juste avant la pause, nous expliquait que finalement pour lui c'était pas du tout la solution dans la transition énergétique, ce nucléaire. Je voulais peut-être vous faire réagir aussi à cette déclaration de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui nous a dit que le nucléaire n'était pas un lobby, mais un savoir-faire français. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, Bruno Le Maire a tout à fait raison. Et pour répondre à Stéphane Lhomme, je voudrais juste souligner que la priorité des priorités, ça reste de sortir du pétrole, du gaz et du charbon. Nous sommes en train de brûler en seulement 50 ans le pétrole que la nature a mis plus de 100 millions d'années à fabriquer. Il nous faudrait 2 millions de planètes comme la Terre. Ça n'est absolument pas soutenable. Et pour cela, nous avons comme solution les énergies renouvelables que vante Stéphane Lhomme, certes, et je suis tout à fait pour dans une certaine mesure, puisque je vous parle ici depuis chez moi, dans une maison qui est passive, positive en énergie, et avec des capteurs solaires sur le toit qui produisent mon électricité. Mais à l'échelle d'une société industrielle comme la France, eh bien malheureusement, ça n'est pas avec des éoliennes et des capteurs solaires qu'on s'en sortira. Il s'agit de produire des térawatts et pas juste des watts ou des kilowatts. Il y a beaucoup de zéros en plus. C'est un petit peu comme si on proposait de remplacer le transport par camion par des brouettes d'enfants. Bien sûr, ça pollue pas, c'est tout petit, c'est sympathique. Simplement, ça fait pas le job. Et de la même manière, les énergies renouvelables ne font pas le job. Stéphane Lhomme nous explique qu'elles sont bien sûr un peu partout. Le problème, c'est que c'est pas tout le temps. Les 3/4 du temps, il n'y a pas de vent, et la nuit, et avec des nuages, il n'y a pas de soleil. Donc ça ne fait pas le job. Or, il n'y a pas de moyen massif de stockage de l'électricité qui répond à la demande. Donc il nous faut une source d'énergie fiable, bon marché et propre. Et il n'y en a qu'une seule, c'est le nucléaire. Donc, il faut y aller. En ce qui concerne le coût, il nous a fait comprendre que, selon lui, le renouvelable, c'était pas cher. C'est tout à fait inexact. La Cour des comptes a écrit dans un rapport il y a assez peu d'années que ce qui est déjà engagé nous a déjà coûté 121 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, 121 milliards d'euros? Et ça pour produire une électricité qui n'est disponible qu'un quart du temps. Mais c'est un immense gaspillage, puisqu'on doit de toute façon construire un backup, une usine de secours pour les moments où il n'y a pas de soleil et pas de vent, ce qui arrive extrêmement souvent, et en plus de manière erratique et pas toujours prédictible. Donc on a besoin de toute façon de construire des centrales qui sont soit à gaz, pétrole, charbon, soit nucléaires. Donc au bout du compte, si on a la centrale qui permet de produire tout le temps, eh bien l'investissement dans les énergies intermittentes, eh bien c'est un investissement perdu, c'est un pur gaspillage financier. On a la chance d'avoir une solution propre, une solution qui marche, une solution qui est disponible tout le temps, une solution que le monde entier nous envie. J'ai entendu les adjectifs de ridicule. Eh bien non, le nucléaire, c'est une énergie admirable et que d'ailleurs le monde entier nous envie, puisque l'Amérique du Nord, mais aussi la Chine, est en train de suivre l'exemple français. Vous remarquerez d'ailleurs que la Chine, après avoir essayé tous les réacteurs nucléaires disponibles sur le marché mondial, a choisi de développer la filière française, donc pour sa propre filière. Comme nous avons en notre temps pris la technologie américaine que nous avons francisée. Les Chinois sont en train de siniser la filière française qui est jusqu'à présent la meilleure au monde. Donc j'ai une différence
notable avec mon ami Stéphane Lhomme, c'est que lui est un pessimiste et moi je suis un optimiste. Oui, la France peut construire en quelques années, en 2 décennies, des réacteurs nucléaires. On a su le faire en 20-25 ans dans les années 70. On saura le refaire et pour beaucoup plus que 6 réacteurs. Puisque quand on regarde le besoin, eh bien, à l'heure où nous sommes en train de basculer vers les voitures électriques, où il y a une multiplication des objets connectés et où il s'agit d'électrifier le chauffage des logements pour se libérer du gaz et de la contrainte de l'énergie du gaz importé du Moyen-Orient et de Sibérie, eh bien, nous avons besoin non pas de moins de nucléaire, comme le promet Emmanuel Macron, mais au contraire de plus de nucléaire. Ça n'est pas 6 réacteurs nucléaires que nous devons construire, mais environ une quinzaine ou une vingtaine dès que possible. Donc la décision d'Emmanuel Macron de faire du nucléaire va dans le bon sens, mais elle reste beaucoup trop timide. Stéphane Lhomme, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a eu une avancée, notamment sur le plan international, de cette idée que finalement le nucléaire est une des armes les plus importantes dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a entendu notamment dans les discours des différents chefs d'État lors de la COP26 qui s'est achevée à Glasgow, cette idée que le nucléaire pouvait être un véritable levier dans la transition écologique, ce qui n'était pas vrai, ce qu'on n'entendait pas dans les discours il y a encore quelques années. Vous avez le sentiment que finalement, vous, en tant qu'opposant au nucléaire, que votre combat est encore d'actualité ? Écoutez, chaque fois qu'on a une catastrophe nucléaire, alors après Tchernobyl, on nous a dit, oulala, effectivement, le nucléaire, on n'en parle plus, donc on a attendu 15 ou 20 ans. Après, on a eu Madame Lauvergeon qui a dit, ça y est, c'est le grand retour du nucléaire, faut oublier Tchernobyl, vous allez voir ce que vous allez voir. Et badaboum, Fukushima, donc c'était en 2011. Oui. Là, maintenant, plus de 10 ans après, on nous dit, bon allez, faut plus y penser, oublions tout ça et on repart comme en 40, plutôt comme dans les années 70 pour le nucléaire, jusqu'à la prochaine catastrophe. Mais de toute façon, j'ai sous les yeux les données de l'Agence internationale de l'énergie sur la production mondiale d'électricité dans le monde. Le nucléaire, c'est 10%. L'hydroélectricité, donc c'est renouvelable, c'est 16%, et les autres renouvelables, 11%. C'est-à-dire les renouvelables, c'est 27%. Le nucléaire, c'est 10% et c'est une part qui diminue. Elle était à 17% en 2001. Donc on peut faire beaucoup de belles phrases en disant le nucléaire, c'est propre. Alors on oublie évidemment les rejets radioactifs, les décès radioactifs. Et il faut le savoir aussi, le parc nucléaire français, c'est un des premiers pollueurs chimiques de France. Les centrales nucléaires rejettent dans l'environnement et dans les rivières en particulier des quantités astronomiques de différents produits chimiques. Alors ça me fait bien rire quand on nous parle d'énergie propre. Mais de toute façon, j'ai envie de dire la messe est dite, puisque au-delà de tous les blablas, et à nouveau, je ne dis pas que ce sont les manifestations anti-nucléaires qui ont mis en échec le nucléaire, c'est tout simplement le fait que sur le plan socio-économique, c'est un échec total, que la plupart des pays maintenant investissent évidemment dans les renouvelables qui sont, comme je viens de le dire, à plus de 27% de l'électricité mondiale. Et les projets nucléaires dont on parle énormément sont en fait extrêmement marginaux. Et même 150 réacteurs nucléaires supplémentaires en Chine, ça permettrait à la Chine d'avoir à peu près 7 ou 8% de son électricité venant du nucléaire, c'est-à-dire 2% de sa consommation totale d'énergie. Donc quand on nous dit que le nucléaire va sauver le climat, c'est une plaisanterie. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si on construit des réacteurs nucléaires, si on lance un programme maintenant, les réacteurs rentreront en service dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. On nous dit qu'il faut agir tout de suite pour sauver le climat et on nous promet des réacteurs qui fonctionneront peut-être, parce que on le voit avec Flamanville, c'est un échec total, qui fonctionneront peut-être dans 15, 20, 25 ans. Et ce sera évidemment beaucoup trop tard. Donc l'argent, les milliards, il faut les prendre tout de suite pour... Non, là, je suis obligé de réagir, Stéphane, c'est pas tout à fait juste. Isoler les bâtiments pour consommer moins, faire de ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer moins pour le même service, et économiser l'énergie. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et les milliards, il faut les mettre tout de suite, plutôt que de dire, attention, vous allez voir, dans 25 ans, le nucléaire va intervenir pour sauver le climat. Bruno Combi, réaction rapide, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup d'appels pour participer à notre discussion. Oui, rapide, mais je ne peux pas laisser dire ça. Stéphane est très fort pour l'utilisation des adjectifs toujours aussi pessimistes les uns avec les autres. Il fait un concours de pessimisme, là. J'entends des mots comme catastrophe,
Voilà, c'est pas tout à fait ça. Le nucléaire est une réussite exemplaire que le monde entier nous envie, qui produit les 3/4 de l'électricité en France d'une manière propre et décarbonée, ce dont les autres États s'inspirent parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait unique. Et eh bien, il faut aller davantage dans ce sens, et on peut être optimiste, c'est-à-dire tout à fait l'inverse, et voir que nous sommes capables de construire des réacteurs nucléaires qui sont la solution et non le problème. Voilà, changeons un peu les lunettes et mettons des lunettes plus favorables, parce que si on s'entête dans la voie qui consiste à ne rien faire sous prétexte qu'on aura une solution propre avec les renouvelables, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Effectivement, nous avons déjà pris trop de retard sur la construction des nouveaux réacteurs, sur le futur remplacement du parc actuel, et nous sommes en train de nous faire distancer par la Chine, et ça n'est pas souhaitable, alors que la technologie française est la meilleure au monde. Donc c'est à cause des groupes antinucléaires que l'industrie française a déjà pris énormément de retard, à cause des alliances avec des groupes politiques antinucléaires, passéistes et négatifs et pessimistes, comme EELV, que nous prenons tout ce retard. Donc il est temps maintenant d'avoir les yeux en face des trous. Il faut vraiment avancer maintenant et arrêter toutes ces déblatérations antinucléaires. Eh bien, écoutez, Bruno Combi, je crois qu'au standard, nous avons un auditeur qui est d'accord avec vous. Nous accueillons Guy de Paris qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Guy. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Guy. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Combi. Tout d'abord, je voudrais enlever ce terme de miracle qui a été prononcé au tout début de cette émission. Le miracle n'est pas de notre ressort, il n'est pas sur la Terre, d'accord? Donc nous sommes obligés, nous sommes face à une décarbonisation obligatoire. Ça c'est clair et net. Or, on s'aperçoit que l'énergie non renouvelable, au contraire, demande la fabrication d'éoliennes, demande la fabrication de panneaux solaires, et ça fournit beaucoup de carbone dans la nature. Combien ça coûte exactement? Moi, ce que je veux, ce sont des chiffres. Que coûte une éolienne? Que coûtent des panneaux solaires? Ça, c'est une première chose. En plus, ils ne sont pas fabriqués dans notre pays, ce qui est une pénalité pour notre économie. Tout à fait. C'est une très grosse pénalité même. Nous sommes en train de payer, en ce qui concerne les éoliennes, une pénalité à ces fabricants d'éoliennes avec lesquels nous nous sommes engagés pour maintenir des contrats. Et c'est ça qui fait que le prix de notre électricité est multiplié par 3, alors qu'il pourrait être divisé. Donc le prix de l'électricité nucléaire, finalement, n'est pas le bon. Autre chose, s'il y a si peu de consommation d'électricité produite par le nucléaire en ce moment, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de réactivation de centrales thermiques comme à charbon ou à fioul dans le monde entier. Souvenez-vous des Allemands qui ont fermé leurs centrales nucléaires pour réactiver les centrales à charbon. Donc ces chiffres sont faussés. Voilà. Pour le moment, nous avons une très bonne maîtrise du nucléaire. Certes, il y a des déchets nucléaires. 5% de déchets ne sont pas retraitables pour le moment. Mais nous allons trouver la solution. Nous allons pouvoir nous en occuper. Ça, c'est une première chose. Voilà. La deuxième, c'est surtout aussi une formation de la part du peuple pour pouvoir utiliser l'électricité, à savoir consommer le moins d'électricité possible. Nous n'avons pas besoin, effectivement, il y a des niveaux de consommation qui sont différents. Au même titre que M. Combi l'a bien dit, on peut aussi bien produire de l'électricité pour une maison à partir de panneaux solaires, mais on ne peut pas produire d'électricité à partir de panneaux solaires pour une industrie, la plus petite soit-elle. Donc obligé, si on veut une économie, si on veut pouvoir vivre, il est obligé d'avoir cette consommation, cette production d'électricité par le nucléaire. Ensuite, je voulais dire une chose, il faut une éducation sur la population. Je prends un exemple. Un cafetier, lui, a l'obligation d'avoir un moulin électrique. C'est d'accord, pour moudre son café, parce qu'il a je ne sais combien de centaines de cafés à produire par jour. Par contre, la population française, dans la famille, n'a pas besoin d'un moulin à café électrique. Il y a une discipline, il y a une activation à remettre en place, effectivement, sans revenir au moulin d'autrefois, le moulin à café mécanique. Au même titre que le moulin à légumes, je pense qu'il va falloir faire une transformation de ce côté-là, parce que nous avons une recrudescence de consommation d'électricité de par tous les moyens connectés, de par tous ces moyens de déplacement
remplacement électrique. Donc il va falloir faire une compensation de l'autre côté. Il est beaucoup mieux d'avoir un véhicule électrique que d'avoir un moulin à café électrique. Donc c'est comme ça qu'il faut rediscipliner la population. Merci beaucoup Guy. On va peut-être demander à Stéphane Lhomme de vous répondre puisqu'il n'est pas du tout d'accord avec vous. Stéphane Lhomme, Guy nous dit finalement plutôt que de miser sur le solaire, sur les éoliennes qui posent un certain nombre de problèmes également, est-ce qu'il ne faut pas plutôt en continuer avec le nucléaire, à le développer et éduquer la population? C'est ce qu'il vient de nous dire. Alors, éduquer la population, effectivement, depuis le lancement du parc nucléaire en France, le sport national, c'est la consommation et le gaspillage de l'électricité. Donc, il faut revenir sur 50 ans de bourrage de crâne, on peut le dire. On peut même se rappeler des publicités de EDF à la télé, disant avec le nucléaire, on a toute l'énergie qu'il faut, etc. Et c'est pour ça qu'on a en France des milliers de cités avec des appartements absolument pas isolés qui ruinent d'ailleurs les habitants qui ne peuvent pas se chauffer avec ces chauffages électriques qui les ruinent et qui les mettent dans le surendettement. Donc il faut revenir en arrière sur tout ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que on dit beaucoup de mal des Allemands. Alors déjà, c'est un mensonge de dire qu'ils ont rouvert des centrales au charbon, c'est complètement faux. Ils ont une production d'électricité importante avec du charbon, c'est vrai, mais elle diminue en même temps qu'ils ferment des réacteurs nucléaires. Ça, tous les chiffres le montrent, c'est absolument incontestable. Et puis surtout, l'hiver, la France est extrêmement importatrice d'électricité, ça peu de gens le savent. On est exportateur sur l'ensemble de l'année, mais quand il fait froid, finalement, au moment important, eh bien, on importe massivement de l'électricité. Vous savez d'où? En particulier d'Allemagne. Alors, vous savez, les centrales au charbon allemandes, on crache dessus, bien connu, les Allemands sont très méchants, mais c'est quand même eux qui nous sortent tous les hivers à cause du système absurde qu'on a mis en France, c'est-à-dire centrale nucléaire plus chauffage électrique. Donc, il faut renverser totalement la tendance. Et au niveau de la production d'électricité, à nouveau, je le redis, il faut qu'on arrête de dire que les renouvelables, c'est rien du tout. Rien que l'hydroélectricité sur la planète, c'est beaucoup plus que le nucléaire. Et toutes les renouvelables ensemble, c'est 27% de l'électricité mondiale, le nucléaire 10%. Donc c'est le nucléaire qui est très faible sur la planète, même s'il pose des problèmes gigantesques. Et en plus, il diminue alors que les renouvelables montent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La messe est dite, hein. Tout le blabla de M. Macron et de tous les gens pour le nucléaire, ça c'est bien joli, mais c'est pas ça, heureusement, qui fait pousser les centrales. À nouveau, je le redis, M. Sarkozy avait annoncé un deuxième EPR en 2009. Il n'a heureusement jamais vu le jour. Et là, tout le monde a noté aussi que l'annonce de M. Macron, c'était du blabla. D'ailleurs, c'est pas de ses attributions de relancer le nucléaire comme ça. Il peut toujours donner son avis. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je vais relancer le nucléaire. Mais ça, ce sont des belles paroles. Lancer une filière de réacteurs nucléaires, que ce soit des petits, des fameux SMR, ou des EPR2, qui doivent être complètement repensés par rapport à l'EPR, qui est une catastrophe industrielle. Rien que la mise au point d'une filière industrielle, ça peut prendre plus de 10 ans avant de lancer les constructions. Et à nouveau, ça veut dire qu'on aurait des réacteurs nucléaires dans 20, 25, 30 ans, alors qu'il faut agir tout de suite pour sauver le climat. Messieurs, nous avons plus beaucoup de temps. Oui, une dernière réponse, Bruno Combuis, s'il vous plaît. Oui, tout ça, c'est du baratin. Nous avons la chance d'avoir une solution au problème du réchauffement climatique et de l'épuisement du pétrole. Il faut saisir cette chance pendant qu'il en est encore temps. Et cette chance, elle a un nom, c'est l'énergie nucléaire. Donc c'est une solution, c'est pas du tout un problème. Vous voyez ce qui fait le caractère tout à fait unique de l'électricité nucléaire, c'est que juste 1 gramme d'uranium produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Donc on consomme très très peu de carburant, 1 million de fois moins, pour produire une quantité infiniment faible de déchets, 1 million de fois moins, et ils sont intégralement recyclés et ne sont pas remis dans la biosphère. Donc c'est une énergie sûre, propre et respectueuse de l'environnement. Merci Bruno Combi, merci Stéphane Lhomme d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. On continuera évidemment d'en parler, sujet vaste débat. Et maintenant on va parler des masques qui sont de retour dans les écoles, généralisés pour les plus jeunes. On va en parler avec une professeure des écoles. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.